Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo particulière où j'ai envie de passer du temps, après avoir passé quelques cours avec des élèves à moi en maths sup sur des questions d'algèbre, j'ai envie de passer du temps à vous expliciter en détail avec les intuitions qui moi m'ont débloqué à l'époque, quelque chose de très 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 fondamental en algèbre en sup, mais que j'ai un peu utilisé moi-même à l'époque quand j'avais 18 ans, comme ça. C'est-à-dire j'ai un peu accepté les formules et j'ai jamais vraiment vu, compris, intégré pourquoi est-ce que ça fonctionnait. Je parle des formules, tout ce qui concerne les changements de base. Donc vous allez voir, on va arriver à des trucs de P-1 à P qui représentent la même application linéaire dans différentes bases, etc. J'ai souvent appliqué ces trucs-là sans avoir une idée très très claire de pourquoi est-ce que ça marchait. Et je me suis dit, vu que là j'ai passé pas mal de temps à le faire avec au moins deux élèves, et je sais que ça les a pas mal éclairés, bah, je vais vous le partager, donc ça ne sera pas une vidéo aussi putaclic que certaines que je peux faire avec des titres un peu plus gracieux du genre Oral de l'X. Là, on n'est pas au niveau Oral de l'X, on est au niveau vraiment algèbre, fondamental pour les MPSI et PCSI, mais comprendre pourquoi il y a ces formules de changement de base, de matrice de changement de base, etc. Attention, j'interromps la vidéo, mais c'est extrêmement intéressant. Le stage d'été revient. Stage de juillet, stage d'août. Tu peux t'inscrire à celui que tu veux. Terminal qui prépare la sup. Les sup qui préparent la SP. Attendez, ça va arriver plus tard. Mais pour l'instant, terminal qui prépare la sup. Je relance la Summer Academy. Donc c'est 30, 35 heures ensemble sur 5 jours à bosser tous les fondements de lycée en niveau plus pour te préparer à la grosse claque que tu te prends d'habitude en rentrant en sup. Le but, c'est de se la prendre en bienveillance tous ensemble, en apprenant à travailler un peu différemment. On va commencer à comprendre qu'est-ce que c'est que la maths sup, hein. Vous pouvez aller voir le site, vous choisissez exactement la semaine de votre choix. Tout est en visio, vous serez des élèves de toute la France. Et le but, c'est de comprendre voilà, la méthodologie, comment il faut apprendre, vous rendre compte que vous n'avez jamais vraiment peut-être été au bout de votre apprentissage. On va s'en rendre compte avec des exercices, des méthodes, on va faire que de la pratique, hein, vous allez travailler, vous n'allez pas écouter un mec déblatérer sur du cours. Je considère que vous allez arriver en sachant votre cours un minimum. C'est-à-dire que je ne vais pas réexpliquer ce que c'est l'exponentielle ni le logarithme, vous l'avez vu, c'est pas du rattrapage, c'est de la préparation à l'entrée en prépa. Donc bien sûr, s'il y a des questions ponctuelles de cours, j'y répondrai, mais on va faire de la pratique, vous allez travailler. J'ai tout Taylor, attention c'est magnifique, j'ai tout fait sur mesure. Euh, L'idée étant de vous préparer selon votre niveau, hein, il y a des exercices de tout niveau pour chaque méthode qu'on va rencontrer. On va vous préparer à penser en dehors des sentiers battus usuels, mais tout basé sur le programme de lycée, pour vous mettre à l'aise en gros sur les 4 premières semaines de sup. Voilà, hein, vous avez le programme ici. Vous pouvez regarder les petits témoignages de ceux qui ont fait la Summer Academy l'année dernière, hein. J'ai depuis rodé encore plus ce format pendant les vacances scolaires avec les élèves de sup. N'hésitez pas à voir, hein, ils étaient assez contents, hein, ils étaient hypés. Je pense que leur rentrée à tous s'est extrêmement bien passée. Le but, c'est de vous faire gagner aussi 3 4 mois de je comprends pas où je suis, je sais pas, et personne m'a dit comment travailler, et vous êtes paumé en janvier. C'est aussi un des grands buts, c'est que vous arrivez, vous êtes prêt, vous savez à peu près à quelle difficulté vous allez vous confronter, vous savez comment l'attaquer. J'espère qu'en tout cas que ça vous intéresse. Extrêmement intéressant, moins 20% si vous vous inscrivez parmi les premiers avant le 30 avril. Il vous reste une dizaine de jours. N'hésitez pas, moins 20% pour l'inscription à un des deux stages. Donc voilà, j'espère vous retrouver très nombreux. J'ai adoré faire ces stages en juillet août dernier. Je les refais cette année et je vous dis à la prochaine. Courage pour l'exercice qui arrive. Donc je vous prends un exemple où je prends un brave vecteur vert, donc c'est mon vecteur vert qui va être un peu la star ici dans mes exemples, hein, mon vecteur U ici. Et je vous ai fait un dessin très descriptif au début pour dire, bah écoutez, le vecteur vert, usuellement on le comprend comme, ben, si c'est xy, x fois i, plus y fois j. Voilà, tout bêtement. Et donc en fait on comprend comme bah, une coordonnée ici, et une coordonnée donc sur x, une coordonnée en y, une coordonnée le long de i et j. Mais en fait, dès que j'ai deux vecteurs non parallèles, j'ai une base. Je pourrais aussi trouver une manière d'exprimer mon vecteur U dans mon système de base de vecteurs qui n'est ni ortho ni normé en l'occurrence, enfin, qui ne sont pas orthogonaux et qui n'ont pas spécialement la même taille 1. Ça pourrait être une base. Et dans cette base rose, bah, par exemple, la coordonnée de U dans le vecteur rose vers le bas, là, ça serait, je sais pas moi, un tiers de la flèche, donc un tiers ici. Et dans ça serait 0,95, j'en sais rien. Vous avez compris, j'ai deux coordonnées différentes. Et l'idée, c'est de trouver un peu une formule qui lie les expressions des bases d'origine et des bases d'arrivée avec, en fait, l'expression du vecteur lui-même. Donc base canonique, je vais dire que je prends 1, 0, 0, 1, et je peux appeler une nouvelle base B, je vais prendre un exemple avec des chiffres, hein, pour pas me prendre la tête, que je vais prendre comme 1, 1 par exemple, et je sais pas moi, 2, moins 3. Voilà, je prends des trucs comme ça, je prends cette base B. Et je vais me dire, écoutez, bah, comment je fais pour exprimer un brave vecteur, si vous voulez,
dans cette nouvelle base. Par exemple, je peux prendre le vecteur, je sais pas moi, un truc relativement facile, tac, tac, tac. J'en sais rien, écoutez, je prends 3, 4 par exemple, qui est, bien évidemment, un vecteur 3, 4, qui est 3 fois 1, 0, plus 4 fois 0, 1. Et on reconnaît ici les deux vecteurs i et j qui forment, quand je les concatène, la matrice I2, si vous voulez. Parfait. Maintenant, moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de m'attacher à ces vecteurs-là. D'ailleurs, je peux poser une matrice P où je concatène les deux. Ça sera ce qu'on appellera la matrice de passage, mais bon, pour l'instant, je prends juste ma base dans une seule matrice, je l'appelle P. Et je vais essayer de trouver comment s'exprime 3, 4 en fonction de 1, 1. Donc combien de fois 1, 1 et combien de fois 2, moins 3, qui ne sont pas parallèles et qui forment donc bien une base, hein, combien de fois chacun doit être sélectionné pour valoir, enfin, pour tomber sur 3, 4. Un petit A ici, un petit B ici, si vous voulez, et bon, bah, je me retrouve avec, en fait, 1, 1, 2, moins 3 fois A, B, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, parce que j'ai combien de... Là, en haut, j'ai A plus 2B, là, ça me fait A plus 2B, et en bas, j'ai A moins 3B, A moins 3B, c'est bon. Donc je me retrouve en fait avec P fois AB. Bah ça, c'est intéressant, en fait, parce que je comprends tout de suite que là, je suis dans base canonique, et ça, c'est l'expression AB inconnue qui est nouvelle base. En fait, je vais pas chercher AB, je m'en fiche, je pourrais résoudre un système. Ce que je vais vous montrer, c'est qu'en fait, dès que je pose la matrice P que je définis comme ma nouvelle base mise en colonne, hein, tout bêtement, eh ben, je trouve une expression très simple. J'ai xy, mon vecteur base de départ, qui est égal à la matrice P fois, bah, si vous voulez, AB, l'expression dans la base d'arrivée. Donc vous allez me dire, oui, bah super ta formule, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt d'avoir AB, justement. Bah oui, ça me donne, en fait, vu que P, c'est une matrice avec deux vecteurs non collinaires, bah, on comprend qu'elle est inversible. Donc en fait, je peux trouver AB et écrire que c'est cette P-1 fois XY. Et donc P-1, c'est ce qui traduit XY dans la nouvelle base grand B. Très bien, vous avez dû voir cette formule, il faut la retenir, c'est bizarre parce qu'on se dit, ah, attends, mais pourquoi c'est P-1? Bah, c'est plus que c'est comme ça, là je le vois, c'est quand on décide de poser comme norme, qu'on met en colonne ces deux vecteurs, ce qu'on va appeler facilement la matrice de passage, mais ce qui va être simple, parce qu'on prend juste les vecteurs de la base, on les met, on dit ça fait une matrice, bah c'est top, en gros on comprend que, enfin on voit bien dans le calcul, on comprend que ok, mon vecteur fondamental, je cherche à l'exprimer avec de nouvelles coordonnées, bah, c'est bien cette matrice qui apparaît. Donc si je veux le trouver dans l'autre sens, encore une fois, on prend P-1. Mais ça c'est top. Quand je fais ça, j'ai compris que ça servait de traduction. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est essayer de comprendre ce qui se passe à partir de ça pour trouver l'expression d'une matrice complète, enfin, d'un endomorphisme, si vous voulez, dans une autre base. Alors là, c'est encore un autre délire, on va essayer de le faire, alors je pense que je vais vous le faire avec un exo, ce sera plus facile d'illustrer. Vous allez voir, pour moi, le point fondamental, c'est d'avoir compris cette expression-là, qui est la traduction dans la nouvelle base, qui est en gros là, combien vaut mon AB, combien vaut mon XY dans ma nouvelle base, c'est AB. Je vais trouver l'exo pour montrer ça. Donc, ils vous disent, écrivez déjà, après, avec cette F endomorphisme de R2 dans R2, très bien, F de XY, écrire la matrice F dans la base canonique. C'est pas très compliqué, il y a plusieurs manières de le faire. Soit on calcule d'un côté f de 1, 0, f de 0, 1, hop, et on trouve f de 1, 0 qui vaut 1, 0, super, f de 0, 1 qui vaut moins 2, 3. Bon, on dit donc que la matrice c'est 1, 0, moins 2, 3. Pourquoi? Parce qu'en fait ici je mets bien f de petit i, f de petit j exprimé dans i et j. Et en fait là, c'est là que tout va se jouer, dans ces côtés-là, où on va essayer d'utiliser ensuite cette formule peut-être pour traduire des choses. J'ai ça, une autre technique d'ailleurs sur les techniques d'algèbre linéaire, moi j'aime bien aussi faire ça comme ça, je peux écrire f de x, y. Déjà je déteste l'écriture en ligne, donc tout d'abord j'écris en colonne, 3y, et j'aime bien sortir les choses, donc je fais x fois 1, 0, plus y fois moins 2, 3. En fait c'est un peu ce que j'ai fait tout à l'heure là, c'est un peu ça, dans l'autre sens. Dans l'autre sens, entre guillemets, et donc comme ça, je vois tout de suite ce qui se passe. Apparemment dans l'autre sens, mais bon, vous avez compris. Et là, je trouve tout de suite que c'est donc 1, 0, moins 2, 3 fois x, y. Enfin, c'est un peu pareil, en fait.
Donc voilà, soit vous le faites comme ça en calculant directement, soit vous faites apparaître en jouant avec les coefficients x et y. Pourquoi je vous dis ça? Très bien, donc ça c'est la matrice fondamentale. Petit 2, on introduit une nouvelle base. Génial. Alors U égale E1, bon bah U égale 1, 0, génial. V égale E1 plus E2, 1, 1. Question numéro 1, donc petit a, je sais pas comment vous faites ça, mais montrez que c'est une base, j'ai envie de dire, écoutez, vect de UV, moi j'aime bien faire ça comme ça, égale vect de U, V moins U, égale vect de, bah, U c'est I, et V moins U, qu'est-ce qui se passe? Il reste plus que 0, 1, donc c'est J, et donc c'est R2. Hop, parfait. Et donc c'est une base génératrice de R2, de taille 2, c'est une base. Voilà, parfait. Oui, je suis parti côté générateur, hein. Côté libre, ça me semblait moins rapide. Petit b. Enfin, un exemple pour vous montrer en gros la matrice de f dans la base, de deux manières différentes. Alors, je sais pas quelle manière ils ont en tête, mais moi je vais vous faire celle qui me semble intuitive. C'est qu'en fait, moi, ce que j'ai, c'est f de i, f de j exprimé dans i et j. Bon. Et l'idée pour moi, ça va être de trouver, enfin d'essayer d'exprimer cette nouvelle base, si vous voulez, en passant, enfin, en comprenant en gros ce qui va m'arriver. Donc attendez, nouvelle base, moi le premier truc que je peux faire, premier élément, sachant que moi mon but c'est d'obtenir, je vais le mettre en quelle couleur? Moi je vais mettre A', si vous voulez, donc ça c'était grand A égale grand A. A' pour moi ça va être F de U, F de V dans U et V. Encore une fois, ce qui est important, c'est justement ce qu'on écrit sur les côtés. Donc tout à l'heure c'était F de I et J exprimé dans I et J. Là, je vais faire f de u, f de v exprimé dans u et v. Et donc, bah, premier élément, qu'est-ce que c'est que f de u? F de u égale. En fait, c'est f de i. Bon, ça, on l'a déjà. Et f de i, c'est quoi? Bah, c'est i lui-même. Égale 1, 0. Mais 1, 0, c'est toujours dans la base ij, si vous voulez. Donc pour l'instant, mon but, c'est d'obtenir ça. Mais quand j'exprime juste f de u, je n'ai pas f de u dans la base uv. Au début, j'ai f de u dans la base ij, toujours. Et je fais pareil pour f de v. Je calcule f de v un peu comme un bêta, comme ça, en 2 secondes. F de v, c'est quoi? C'est f de 1, 1. Bah, je peux le calculer, 1, moins 2, ok, et 3. Donc ça fait 1, moins 2, moins 1 et 3. Donc c'est moins 1, 3. Mais quand j'écris moins 1, 3, c'est bien moins 1 fois 1, 0, plus 3 fois 0, 1. Je suis toujours pas dans l'expression UV, enfin je suis toujours pas exprimé en fonction de la base UV elle-même. Après, c'est pas inintéressant, justement. C'est pas inintéressant, parce que j'ai f de u, ok. F de u, en fait, c'est quoi? En fait, f de u, or, f de u, si vous voulez, c'est égal à a fois u. C'est le produit matriciel. Je prends ma matrice de base, ma matrice qui est dans la base ij, et f de u, ça revient à faire f, enfin a de u. F de v, ça revient aussi à faire a de v. Bon, enfin ça, c'est pas mal, mais moi, quand j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais? Malheureusement, AU et AV sont toujours, c'est la même chose que ça, c'est parfaitement équivalent. Ça et ça, c'est équivalent, hein, donc je fais un peu n'importe quoi. On est toujours dans la base, mais pour traduire, c'est ici que je vais finir un peu ma démonstration, mais pour traduire FU, FV dans la nouvelle base B, enfin la nouvelle base UV, on multiplie par P-1. On fait ce qu'on a dit avant. Or, P c'est quoi? Alors attendez, on parle de P-1, mais qu'est-ce que c'est que P et P-1? Ben, on revient, on dit P, c'est la base où je mets U et V en colonne, dans I et J. U c'était 1, 0, V c'était 1, 1. Alors vous connaissez vos formules par cœur, on a P-1 tout de suite, qui vaut le déterminant 1 moins 0, donc 1 sur 1, super. Et ensuite je change la diagonale, ok ça change rien, et là je change le signe, et j'ai ça. Donc moi je sais que j'ai f de U dans la nouvelle base, qui va en fait s'écrire P-1 AU. Ça c'est intéressant. Parce qu'en fait, maintenant, mon vecteur colonne qui m'intéresse, alors je sais pas comment l'appeler, je pourrais appeler ça C1 la colonne 1 et C2 la colonne 2. Moi, je me rends compte qu'en fait, A', avec mes colonnes C1 et C2, c'est en fait
P-1, le vecteur, enfin la matrice, pardon, appliquée à f de u, donc appliquée au vecteur AU, ok, que je concatène avec P-1, donc en fait ça c'est un vecteur, hein, ma matrice c'est donc deux vecteurs, P-1, AV, AU et AV, et ça c'est quoi? Ça c'est la matrice dont je parlais tout à l'heure, qui était la matrice où je prends, si vous voulez, f de u et f de v exprimés dans i et j. Ça en fait c'est f de u, f de v exprimés dans i et j. Alors que là j'ai bien f de u, f de v exprimé dans u et v. Pourquoi? Parce que j'ai le p-1 à chaque fois. Le p-1 a fait que j'ai pris ces vecteurs, AU et AV, et que je les ai bien exprimés dans la base UV. Comme on a vu dans l'exercice initial, c'est-à-dire, ok, je veux exprimer dans la nouvelle base, je fais ça. En fait, je peux aller étape par étape, donc ça fait P-1 AU AV. AU AV, ça représente la matrice de F de U et F de V, basique, quand je calcule F de U et F de V comme une brute au début, exprimée dans IJ. Et en fait, je peux sortir le A, si vous voulez, et ça veut dire quoi? J'ai U, V, bah, UV, c'est juste mes deux vecteurs UV exprimés dans IJ. Et je retrouve en fait l'expression bien connue qui est P-1 A, P. Ça, c'est la matrice P. C'est la matrice où j'ai concaténé les deux vecteurs U et V de la base. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on comprend maintenant cette formule? Moi, c'est juste ça que je vais vous montrer, hein, c'était un peu l'objectif. Encore une fois, si c'était clair pour vous depuis longtemps, vous avez sûrement d'ailleurs quitté la vidéo. Pour ceux qui n'avaient jamais pris le temps, j'espère que c'est plus clair. Moi, je me rends compte même en l'expliquant avec vous là que je devais encore faire attention à mes mots parce qu'il y a moins d'être peu précis, mais là, je crois que j'ai réussi à être assez précis. A fois P, donc il y a trois étapes. Donc l'expression de A', c'est-à-dire la matrice de l'endomorphisme dans la base UV, c'est trois étapes, enfin c'est plusieurs étapes. C'est en fait AP, AP qui représente la brutalité, si vous voulez, de faire f de u et f de v, parce que A fois u c'est f de u, dans la base IJ sans réfléchir. Donc une première étape AP, c'est exprimer ces vecteurs f de u, f de v. C'est un peu le réflexe bébête, si on devait dire bêtement comment tu écris ces vecteurs, cette matrice, comment tu l'écris dans la base UV. Premier réflexe sans réfléchir, on pourrait dire, bah écoute, je fais f de u, f de v, et je fais une matrice, et je te mets 1, 0, moins 1, 3. Ah bah non, parce que c'est pas exprimé en UV, c'est exprimé en 1, 0. Donc c'est un peu le truc intuitif, première étape. Bah c'est ça, c'est ce truc-là. Et en fait, c'est ce truc-là, dont l'ensemble des vecteurs vont se faire traduire, donc un par un comme ça, se font traduire dans la base. Et c'est de là que vient ce P-1 AP. Donc une étape, boum, on exprime f de u, f de v. Deuxième étape, la multiplication par P-1, qui en fait vient traduire dans la bonne base. Donc moi j'aime bien le voir comme ça, il y a trois éléments, mais en fait il y a deux blocs. Hop, il y a le P-1 qui est un traducteur, comme on a vu là-haut, et il y a le A fois P qui est juste la multiplication des vecteurs. Ah, donc des deux vecteurs, mais donc, qui sont mis dans une même matrice. Voilà, c'était un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Est-ce que la vidéo est... Bon, la vidéo est un peu longue, donc je sais pas si je vous fais un dernier exo, mais au cas où, si ça intéresse des gens, je peux rajouter quand même un autre exercice, je vous le fais rapidement. Je vous le mets, parce qu'en fait, je l'ai trouvé assez intéressant. Je trouvais qu'il... Celui-ci, si vous n'avez pas très bien compris cette espèce de division en deux temps, comme j'explique tout à l'heure, parce que jusqu'à là, on pouvait se dire, bon, écoute, ok, t'as expliqué en détail, merci, mais bon, on s'en fout, je peux juste appliquer ma formule et je m'en sors. Cet exercice, je trouve, était très 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 punitif, celui-ci là, si vous ne faisiez pas gaffe. Si vous ne faisiez pas gaffe, si vous ne compreniez pas ce que vous étiez en train de faire. Donc, pourquoi? Parce que typiquement, c'est pas un endomorphisme. C'est une application qui prend un vecteur de taille 3 et qui vous donne un vecteur de taille 2. Donc on part de R3, on va dans R2. Premier réflexe, question 0 encore une fois, je le mets en colonne, parce que sinon je trouve que j'ai pas de clarté et ça m'énerve. Égal 2x moins y plus z, x plus y. Et là on peut le diviser, hein. X facteur de 2, 1, plus y facteur de moins 1, 1, plus z facteur de 1, 0. Et donc je pourrais même dire que j'ai mat de f, en fait ça va être la question 1, hop, dans les bases canoniques de R3 et R2. Ben, comment on écrit ça? Ça va être dans R3, hop, B, C, égale, hop, 2, 1, je prends un petit peu plus de place parce que sinon je vais pas pouvoir compléter comme je veux, de manière très pédagogique, moins 1, 1, 1, 0. Pourquoi on dit que c'est dans les matrices, que c'est dans les bases, machin? Ben, c'est parce que ici, j'ai f, oups, mauvaise couleur, ici j'ai f de petit i, de R3, f de j, f de k.
exprimé, donc c'est I 1, 0, 0 pour être précis, 0, 1, 0 ici. Exprimé dans I égale 1, 0 et J égale 0, 1, le I et J de R2. Donc c'est ça qu'on dit que c'est de can à can, enfin de canonique à canonique. Très bien. Petit c, petit 2, pardon. Soit C bar une autre matrice. Ok, enfin une autre base, pardon. Une autre base, 1, 1, 1, 2. Justifier que C bar est une base de R2. Bon, vous faites le coup du vect, hein, enfin clairement ils sont pas parallèles, donc c'est une base, mon but c'est pas de faire tout l'exo en détail là. Puis trouver les matrices de passage de C vers C bar et de C bar vers C. Bon, celle-là je vais la faire rapido. P ça sera 1, 1, 1, 2. Donc ça, on appelle ça la matrice de passage de C vers C bar. Et l'autre, enfin c'est vraiment ce truc-là dont je parlais au début. Et l'autre, c'est P-1. Hop. P-1 égale, bah ça c'est quand on veut exprimer un vecteur dans la nouvelle base, hein, comme on dit tout à l'heure. Bah, je calcule le déterminant, 2, moins 1, 1, donc ok. Je change un petit peu la diagonale AD devienne DA, et je mets des signes moins pour moins B et moins C. Très bien. Donc j'ai ça. Très facile. Question 3, pareil pour la matrice de... Enfin la base, là je trouve une matrice de passage où j'écris le vecteur. Vous faites un inverse, et là vous vous débrouillez. Je vais l'appeler Q, si je l'appelle P ça marche pas. Je vais l'appeler Q, c'est moins 1, 1, 1. Hop, ensuite le deuxième vecteur, moins 2, 2, 1. Et le troisième et dernier vecteur, 1, moins 2, moins 2. 1, moins 2, moins 2. Et vous avez Q-1 égale je ne sais quoi, vous avez qu'à vous farcir le calcul ou le mettre dans un petit calculateur. Et la question c'est ça, c'est quoi? La question maintenant c'est comment écrire la matrice de F dans les bases B bar et C bar, ces nouvelles bases exprimées aux questions précédentes. Maintenant je veux plus la matrice de F comme ça, enfin je veux toujours une matrice de lignes et 3 colonnes, hein, ça c'est normal. Mais je veux maintenant, avec ici, donc qu'est-ce que je cherche? Moi je cherche, hop, petit 4, je veux, quand j'écris mat B bar C bar de F égale, hop, je veux ici F, alors c'est compliqué, attendez, comment ils s'appellent? Ils ont des noms ou pas? Non, ils n'ont pas de nom, donc je pourrais les appeler E1, E2, hop, si je mets des petites colonnes comme ça, hein, E1, E2, E3, F2, F de E1 ici, en appelant E1, E2, E3, ces trois-là donc, F de E1, moi je cherche ensuite F de E2 et ensuite F de E3. Qui seront exprimés dans quelle base? Bah, à nouveau, dans... alors comment je vais les appeler ceux-là? Je sais pas trop. Ceux-là, je pourrais les appeler epsilon 1, epsilon 2. Hop, je mets des petites tirets pour bien montrer qu'on a concaténé des vecteurs. Enfin, c'est pas du tout officiel comme notation, mais j'aime bien. Donc là, c'est bien exprimé dans la base epsilon 1, epsilon 2. Et donc on se dit, mais attends, c'est bizarre ton truc, parce que d'un côté, t'as du grand P, du grand Q, qu'est-ce qu'on fait? On mélange les deux, donc on pourrait peut-être faire la matrice de départ, je pourrais l'appeler, je sais pas, grand A, si vous voulez, pour pas me prendre la tête. Hop. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais PQ fois grand A, Q-1, P-1? J'en sais rien, un truc horrible. Bon, en fait, il faut réfléchir. Il y a deux manières d'y arriver. Il y a une manière qui est penser juste aux dimensions du produit matriciel. Là, on peut gruger un peu le système et s'en sortir. On peut se dire, attends, je sais que je dois changer des trucs, donc en gros, je sens que j'ai deux possibilités, ça va être soit P-1 A Q, soit Q-1 A P, un peu, un truc comme ça. Il faut réfléchir, attends, A, c'est une matrice 2, 3, 2, 3, ça marche pas, enfin si vous voulez, si je regarde ici, là j'ai du 2, 3, 3, 3, et là du P-1 c'est du 2, 2, et là j'ai du 3, 3, 2, 3, 2, 2. Bon, c'est assez simple, hein, il nous faut une règle de Chasles. 2, 2, 2, 3, ça marche. 3, 3, 2, 3, ça brise, ça marche pas du tout. Donc on pourrait faire ça comme ça et dire c'est bon, j'ai compris que c'était P-1 et Q. C'est vrai. Mais pour le comprendre bien, on utilise tout ce qu'on a fait avant. Alors qu'est-ce que je veux d'abord? D'abord, comme une grosse brute, je veux appliquer F, donc grand A si vous voulez, à E1, E2, E3. Donc moi je veux faire, ah oui, donc je veux la matrice, la première matrice que je veux, c'est la mat. Donc je vais écrire A, E, oups, E1, AE2, je prends les trois vecteurs AE3, j'en fais une matrice. Comme ça. Hop. Et donc c'est la matrice toujours exprimée dans la base canonique de R2. 2, bah en fait ça c'est F de E1, enfin je recopie la même chose quoi, c'est bien sûr F de 1, F de 2, F de 3. Donc ça c'est la mat de F dans la matrice B bar.
enfin dans la base B bar, excusez-moi, est toujours exprimé dans la matrice, dans la base C. Première étape. Donc ça, c'est quand j'ai en fait égal, comment dire, ben, grand A fois E1, E2, E3, comment je l'ai appelé? Q. Grand A fois Q. AE1, AE2, AE3, ben en fait, attendez, est-ce que je vous dis des bêtises? C'est F2, 1, F2, 2, F2, 3, c'est A fois E1, A fois E2, A fois E3. Oui, c'est ça. Donc c'est bien A fois la matrice avec E1, 2, 3, c'est donc A fois Q. J'ai A fois Q ici. Mais en fait, moi, l'étape qui me manque, c'est maintenant la traduction de chacun de ces trois vecteurs, comme on a fait tout à l'heure, dans la bonne base de R2, non pas IJ, mais epsilon 1, epsilon 2. Et pour ce faire, je vais pouvoir dire que, bah, écoute, math f de b bar exprimé dans ces barres, c'est quoi? Eh ben, c'est P-1 AE1, traduction par P-1 du premier vecteur, traduction par P-1 du deuxième vecteur, traduction par P-1 du troisième vecteur. Et je comprends donc que c'est P-1 fois AQ. AQ étant ces trois vecteurs-là. Donc là, on voit bien la différence entre les trois. J'ai trouvé, j'ai trouvé un peu de, comment dire ça, un peu de sérénité et de clarté à voir ces exos et à moi-même revenir dessus et devoir les expliquer bien. J'espère que ça vous aide à comprendre. Avec cet exemple-là, en fait, cet exemple-là, en fait, il peut vous tuer si vous n'avez pas compris en profondeur ce truc, qui n'est pas très compliqué, hein. Je dis pas que c'est une folie ce que je vous fais, mais si vous l'avez pas compris en profondeur, bah, vous allez vous faire avoir dès qu'il y a une matrice, justement, non carrée. Alors que là, on peut pas se tromper. On a compris qu'on faisait, ok, on fait déjà brutalement AQ, on exprime dans IJ, puis ensuite on traduit. D'où le P-1 AQ avec P-1, la traduction dans la base, donc c'est la petite matrice, parce que c'est la traduction pour passer de IJ à ce que j'ai appelé epsilon 1, epsilon 2. Là j'ai bien F de E1, F de E2, mais cette fois-ci F de E3, non pas exprimé à chaque fois dans IJ, mais exprimé dans epsilon 1, epsilon 2. Voilà. Écoutez, j'espère que c'était clair. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce genre de vidéo. J'en refais d'autres. J'ai pas mal de points comme ça dont je suis assez friand et j'ai une satisfaction à mettre des mots clairs dessus, moi-même, quand je suis avec mes élèves ou ensuite quand je peux vous le transmettre. Donc si ça vous plaît, voilà, n'hésitez pas à le dire, partagez. C'est une vidéo qui fera moins de vues en moyenne que ce que je fais d'habitude, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre tout ce qu'il faut, petit like, etc., pour m'aider, m'encourager à en faire plus. Voilà. Et sinon, je vous retrouve tous dans les stages, bien sûr, si vous avez envie d'un stage cet été, soit Terminal Sup, soit Sup P. Allez, bye bye.